Amateurs de sueur froide, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons examiner le meurtre de Barbara Forrest et les similitudes alarmantes entre son cas et celui de Mary Ashford, qui a eu lieu environ 157 ans plus tôt. Ces deux affaires sont tout aussi tragiques l'une que l'autre, et je suis sûr que vous serez aussi choqués que moi en entendant toutes les similitudes entre ces deux crimes, qui ont eu lieu à plus d'un siècle et demi d'intervalle. Bonjour et bienvenue sur Sueur Froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. En février 1974, Barbara Forrest, âgée de 20 ans, a quitté la maison familiale de Pen Green Lane à Corby, Northamptonshire, qu'elle partageait avec ses parents Gordon et Marguerite, et sa sœur, Erica. Barbara venait de terminer un cours à l'université Northampton, et a trouvé un emploi de puéricultrice à la maison d'enfants, Pipes sur Chester Road, à Erdington, Birmingham. Avec beaucoup de ses collègues, elle vivait sur place, dans la grande maison d'enfants, qui disposait d'un dortoir destiné au personnel. Barbara était une jeune femme très croyante. Elle était membre de l'église luthérienne Saint-Marc's, à Carlisle et secrétaire nationale du mouvement de jeunesse de l'église luthérienne. C'est par l'intermédiaire de l'église qu'elle a rencontré son petit ami, Simon Belcher, âgé de 21 ans, qui était le fils du pasteur de l'église locale, Peter Belcher. Barbara était un membre apprécié du personnel du foyer pour enfants, et s'était bien adaptée à sa nouvelle vie, loin de son foyer familial. Cependant, en mai 1974, une collègue se souvient de Barbara disant « Ce mois-ci va être mon mois de malchance. Je le sais. Ne me demandez pas pourquoi. » Malheureusement pour Barbara, cette prédiction s'est avérée vraie. Le dimanche 26 mai 1974, on demande à son petit ami Simon de remplacer son père et, avec l'aide de Barbara, ils organisent l'office du dimanche à l'église Saint-Marc. Le lendemain était un jour férié en Angleterre, alors ce soir-là, Barbara et Simon ont décidé de sortir dans quelques pubs, puis dans une discothèque, à Soho Road en Svort. À la fin de la soirée, vers 1h du matin, Simon a raccompagné Barbara à l'arrêt de bus de Colmore Circus, l'a embrassé pour lui dire au revoir, et il est parti prendre un autre bus pour rentrer chez lui. Barbara n'a jamais été revue vivante. Le 4 juin 1974, vers 18h45, le corps partiellement habillé de Barbara a été retrouvé couvert de brindilles et de feuilles, dans un fossé peu profond du parc, Pipes. Cet endroit se trouvait à quelques mètres de la route de Chester, et à quelques centaines de mètres de la maison d'enfants, où Barbara vivait et travaillait. Son corps a été repéré par un homme du quartier, qui promenait son chien. L'homme s'est alors précipité à travers Chester Road, jusqu'à un magasin. Le propriétaire du magasin a alors appelé la police. Ce soir-là, le corps de Barbara a été enlevé vers 21h30, puis transporté à la morgue de Newton Street, pour qu'une autopsie soit effectuée. Des vêtements et d'autres objets ont également été prélevés de la scène, pour une enquête plus approfondie. La police pense que l'agresseur de Barbara a pu utiliser les arbres en bordure du parc pour se cacher, avant de se jeter sur Barbara, alors qu'elle rentrait chez elle.
Elle a ensuite été agressée sexuellement et étranglée. Plus de 100 officiers de police, dirigés par le commissaire Mick Leignan, ont été impliqués dans la recherche de son assassin. Les passagers des bus ont été interrogés, des enquêtes approfondies ont été menées à domicile, et des centaines d'affiches ont été collées dans la région. Dans l'espoir de rafraîchir la mémoire de quelqu'un, Linda Madison, un officier de la police, du bassin houiller du Thon, qui ressemblait beaucoup à Barbara, a posé pour des photos de presse en portant des vêtements similaires à ceux que Barbara portait au moment de sa disparition. Elle portait une robe de soirée bleue et un manteau turquoise. Il a été établi que, lorsque Simon et Barbara se sont rendus à l'arrêt de bus cette nuit-là, ils ont parlé à un homme d'âge moyen, pour lui demander s'ils étaient au bon endroit pour prendre le bus 67. Les multiples tentatives pour retrouver la trace de cet homme ont conduit au chauffeur du bus 67, à 1h du matin. Harold Watt a déclaré qu'il se souvenait du visage de Barbara, mais qu'il ne pouvait pas dire avec certitude qu'elle était montée dans son bus, ce matin-là. Deux semaines après le meurtre, l'enquête est toujours ouverte, et la reconstitution des derniers déplacements connus de Barbara est achevée dans l'espoir de générer d'autres pistes. Fin juillet 1974, 2 mois après le meurtre de Barbara, on apprend que la police est en train de vider le lac du parc, ce qui amène des dizaines de détectives à passer des semaines à fouiller dans la boue. Un officier supérieur aurait déclaré « Nous recherchons un certain objet, dont nous ne pouvons pas donner des explications, que après des enquêtes exhaustives. Je crains de ne pas pouvoir en dire plus. » L'enquête a finalement conduit à l'un des collègues de Barbara, Michael Ian Thornton, un soignant de 38 ans, qui a été arrêté et accusé du meurtre de Barbara, le 5 septembre 1974. Michael est resté en détention jusqu'à l'ouverture de son procès, le 10 mars 1975. Il n'y a avoir tué Barbara. L'accusation a déclaré que, bien qu'il n'y ait pas de témoins oculaires du meurtre, il y avait des preuves irréfutables qui ne pouvaient pas être expliquées de manière rationnelle, autrement que par le fait qu'il était responsable de sa mort. L'accusation a présenté des preuves que Barbara avait subi une attaque féroce, ce qui aurait permis à son agresseur d'avoir beaucoup de sang sur lui. L'accusation a ensuite déclaré que lorsque le pantalon de Michael avait été examiné, bien qu'il ait été nettoyé à sec, il présentait de petites taches de sang. Ils ont affirmé que Michael s'était rendu à l'improviste au centre de soins, lorsqu'il a vu Barbara revenir de sa soirée et qu'il l'a ensuite attaquée. Michael avait auparavant déclaré à la police qu'il était chez lui avec sa mère au moment du meurtre, mais cet alibi s'est avéré faux. Au 7e jour du procès, le juge a demandé aux membres du jury de rendre un verdict de non-culpabilité, après avoir entendu que toutes les preuves contre Michael étaient simplement circonstancielles, et qu'il n'y avait rien qui le reliait directement au crime. Il a été acquitté, le 18 mars 1975. Aucune autre arrestation n'a été effectuée, et l'affaire reste classée à ce jour. En 2012, la sœur de Barbara, Erika, a demandé une nouvelle enquête de police dans l'espoir de traduire enfin l'assassin de sa sœur en justice. Elle s'est demandé pourquoi les preuves recueillies sur la scène du crime n'avaient pas été réexaminées à la recherche d'ADN, et pourquoi une enquête sur les affaires non résolues n'avait pas été entreprise. Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: bien que la police ne puisse pas dire si l'ADN sur les affaires existe toujours, il a déclaré qu'il n'y a pas d'autres possibilités médico-légales à explorer. Erika, 63 ans,
a déclaré qu'ils auraient certainement eu des échantillons de la scène du crime, et que s'ils avaient été perdus, la famille était en droit de les réclamer. Ses parents, Marguerite, 88 ans, et Gordon, 91 ans, se sont accrochés à l'espoir que l'assassin de leur fille serait un jour traduit en justice. Fin 2012, la famille de Barbara a été informée que les objets liés à l'affaire de Barbara ne pouvaient être retrouvés, et l'on pense que ces objets, ainsi que de nombreux autres éléments de preuves vitaux, qui avaient été stockés dans les locaux de police de Bournonville-les-Pins, ont été jetés lors d'une réorganisation de la police, au milieu des années 1990. Sans ces éléments disponibles, il serait impossible de trouver l'assassin de Barbara, et ses parents sont allés dans leur tombe, sans avoir jamais réalisé leur souhait que l'assassin de leur fille soit puni pour son crime. Les similitudes entre le meurtre de Barbara et celui de Mary Ashford, 157 ans plus tôt, sont vraiment étranges. Des similitudes mineures se transforment rapidement en coïncidences extrêmes, qui ont conduit certains à croire que le paranormal a pu être à l'œuvre, ici. Barbara et Mary étaient toutes deux des jeunes femmes de 20 ans, qui vivaient à Erdington, Birmingham, et elles partageaient même leur anniversaire. Peu de temps avant d'être assassinées, elles avaient toutes deux exprimé leur inquiétude que quelque chose de mal va leur arriver. Mary Ashford avait confié à la mère de son amie Anna qu'elle avait de mauvais pressentiments sur la semaine à venir avant d'être assassinée. Barbara avait déclaré à une collègue « Ce mois-ci va être mon mois de malchance. Je le sais. Ne me demandez pas pourquoi. » Les deux jeunes femmes aimaient danser et sortir avec des amis, et c'est exactement ce qu'elles faisaient toutes les deux la nuit précédant leur assassinat. Barbara et Mary ont été assassinées de la même manière, toutes deux agressées sexuellement puis étranglées, et leurs corps abandonnés aux premières heures du 27 mai. Leurs corps ont été retrouvés dans le parc Paiupei, à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Bizarre, non? La personne accusée des meurtres avait le même nom de famille dans chaque cas, Thornton. Les soupçons pour le meurtre de Mary se sont portés sur Abraham Thornton. Il a admis avoir été avec elle à peu près au moment où elle a été assassinée. Il a également admis avoir eu des relations sexuelles avec elle, bien qu'il ait nié catégoriquement l'avoir agressée sexuellement et tuée. La responsabilité du meurtre de Barbara incombe également à un homme portant le nom de Thornton. Et lors des deux procès, l'accusé a été déclaré non coupable, en raison d'un manque de preuves substantielles. Les frères et sœurs de Mary et Barbara n'ont pas été convaincus par les conclusions du tribunal, et ont tous deux exigé un complément d'enquête. Malgré cela, personne n'a jamais été condamné. À ce jour, les deux affaires restent non résolues. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire vraie, qui donne des sueurs froides. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire.